Dans l'arrière-pays niçois, à seulement 40 km de Nice, après avoir quitté cette Côte d'Azur tant réputée, vous pouvez découvrir un endroit très sympathique, calme, isolé, mais plutôt rafraîchissant et qui permet de nombreuses promenades à pied et de belles balades à cheval, tout près du col de Vence, Saint-Barnabé. Saint-Barnabé, ou Bernabé, qui en est l'origine exacte, est localement connu pour un site bien mystérieux et très énigmatique. La cité de Vence va se développer d'une façon extrêmement harmonieuse, d'abord parce qu'elle est la civitas, c'est-à-dire le chef-lieu d'une vaste bande côtière, limitée par la mer, le Var, le Loup, et qui finissait à peu près au niveau de l'Estéron. Donc une grande bande verticale, et en plus, la ville de Vence avait et a la chance de posséder une véritable source thermale, et que nous connaissons bien, dont les vertus curatives ont été étudiées et prouvées, et les Romains, comme chacun sait, avaient une prédilection particulière pour les endroits où coulaient les sources thermales. C'est la raison, par exemple, de la fondation d'Aix-en-Provence et de nombreuses cités des Gaules, et à Vence, ils ont bien entendu construit leur cité, on peut dire, autour de cette source, auquel d'ailleurs non seulement les Vensois et les gens de la région avaient recours, mais même plusieurs personnes des familles impériales. Vence est une civitas, c'est-à-dire le chef-lieu d'un important territoire. Elle joue un rôle à la fois administratif, commercial, et bien entendu, un certain nombre de voies convergent vers Vence, jalonnées de 1000 pas en 1000 pas, par des bornes de pierre qu'on appelle des bornes miliaires. Ces bornes, nous les connaissons, pas toutes, mais une grande partie a été préservée. Elles portent des inscriptions qui, le plus souvent, sont celles de restauration. Et nous savons que la plus ancienne date du règne du Caracalla, et cela va comme ça jusqu'à la première tétrarchie. Où a-t-on pris les pierres? Dans une carrière d'un excellent calcaire situé au-dessus de Vence, où l'on peut encore voir des bornes inachevées. À quoi cela vous fait-il penser? Cela ne ressemble-t-il pas à un sphinx, gardien d'entrée du village? Nous voici au cœur de cette cité de pierre, avec tout au loin ce que l'on nomme le dromadaire. Toujours des passages et couloirs entre les pierres. Traces certaines d'une civilisation ligure installée ici avant les Romains et ancêtre des habitants de la Côte d'Azur. Plusieurs kilomètres à pied pour accéder à ce lieu perdu où de nos jours, rares sont les visiteurs. Remontons jusqu'en juin 1869, date à laquelle ce plateau avait pour appellation Vallée du Malvent ou mauvaise vallée du latin Mala Vallis. Ce site que vous allez découvrir tout au long de cette première partie présente, comme vous pouvez le constater, des pierres sculptées qui jaillissent du sol, comme celle-ci, qui fait étrangement penser à une tête de lion. D'autres présentent des motifs déjà connus en Égypte et en Iran il y a des millénaires. L'érosion en est-elle la seule responsable? La prudence nous interdit de l'affirmer, car ce secteur fut jadis habité par les Némésies, peuplade qui appartenait à la grande race ligure. Tout à fait primitif, méconnaissant le bronze et se servant d'instruments en pierre et en os, ce peuple sacrifiait ses victimes ainsi que de jeunes vierges sur des tombes dont on a retrouvé certaines traces entre Saint-Césaire et Saint-Vallier. Et maintenant, suivez le guide, puisque nous voici dans l'un de ces innombrables couloirs si étroit qu'une seule personne peut y passer de front. L'accès à ces tombes en est plutôt délicat, les passages étant de plus en plus étroits et la lumière du jour n'y pénétrant que très peu.
Il serait intéressant d'ailleurs de fouiller un certain nombre de ces passages d'accès afin de retrouver des éléments qui permettraient d'obtenir des datations rendant possible une comparaison avec des gisements et sites mieux connus. En ce qui concerne l'origine de ce plateau, nous avons demandé son avis à une spécialiste, Brigitte Chamaille. Géologiquement, c'est un phénomène que l'on connaît assez bien sur le pourtour méditerranéen, mais qui est bien ici représenté avec de très belles formes. C'est ce qu'on appelle le karst, c'est-à-dire que c'est une forme d'érosion du calcaire qui aboutit à ces aspects criblés de trous et de formes un peu de restes de ruines. C'est un phénomène que l'on appelle donc un modelé karstique et que les géomorphologues déterminent sur les pays calcaires. Alors, comment expliquer ces aspects de cratères? Non, ce ne sont pas des météorites qui ont percuté le plateau, bien que ça y fasse penser. Elles sont de forme régulière et à fond plat. Ce sont des formes qui sont dues à la dissolution de l'eau. L'eau de pluie donc ne ruisselle pratiquement pas, s'infiltre profondément par les fissures, agrandit les réseaux souterrains et provoque des effondrements importants et des formes d'entonnoirs apparaissent à la surface. Ça, c'est la partie cachée de ce plateau qui est en fait un véritable gruyère et qui est parsemé de galeries, de réseaux souterrains importants. D'ailleurs, la région possède beaucoup de grottes. Maintenant que nous avons fait connaissance avec ce mystérieux plateau des idoles, retrouvons Guy Tarade qui va nous conter une anecdote historique sur cette chapelle de Saint-Barnabé. Eh bien, le monument qui est derrière nous peut s'inscrire, je dirais, dans les archives des vieilles pierres de notre région. En effet, cette chapelle est connue depuis 1667. On en retrouve les traces dans d'anciens documents. On doit dire que cette chapelle était considérée autrefois comme un lieu miraculeux. Lorsqu'on la regarde avec un peu d'attention, on a l'impression de se retrouver devant une vieille chapelle bretonne. On peut penser qu'elle a été édifiée sur l'emplacement d'une ancienne pierre levée. Personnellement, je pense qu'autrefois, à la place de ce monument, se dressait un dolmen. Cette chapelle est dédiée à Saint Barnabé et au cours des siècles, on a pu la considérer comme miraculeuse. Il y avait un pèlerinage qui montait tous les ans, depuis Vence jusqu'ici. Et autrefois, on voyait sur les murs latéraux des ex-voto qui étaient principalement composés de béquilles, de cannes et d'autres appareillages qui étaient utilisés par les gens souffrant d'affection des membres inférieurs. En 1719, Monseigneur Bourchenu, évêque de Coursegoule, a décidé d'interdire le pèlerinage, car il faut bien reconnaître que la route qui monte depuis Vence jusqu'ici est très difficile, elle est très escarpée, et les pèlerins emmenaient avec eux moult et moult bouteilles de vin qu'ils buvaient pendant le voyage. Et lorsqu'ils revenaient, eh bien, ils se conduisaient un peu comme des frères paillards. Après ce lieu de pèlerinage, abordons les faits qui se sont déroulés et se déroulent encore aujourd'hui non loin de la chapelle. Pour cela, revenons sur le plateau des idoles où en 1979, s'est créée une secte dont le but était de rentrer en contact avec des ovnis qui se seraient manifestés en ces lieux. Pour cela, cette secte qui officiait la nuit utilisait différents symboles que nous voyons ici dessinés sur la roche. Regardez cet emplacement. Cette secte l'utilisait comme lieu rituel, revêtu de cagoules ainsi que d'étranges habits. Nous avons voulu connaître la signification de tous ces sigles, en recherchant dans la science initiatique une explication que nous espérons la plus proche de la réalité. Ce dessin représente un hexagramme dans un cercle. Ce cercle symbolise un serpent se mordant la queue. En décomposant cet hexagramme, on découvre qu'il est formé de deux triangles inversés, représentant ces symboles. Celui du haut représente le feu, celui du bas, l'eau. Ces deux triangles, avec une barre proche du sommet, qui est en fait la base du triangle inverse, représentent l'air et la terre. Lorsque cet hexagramme, appelé étoile de David ou sceau de Salomon, est entouré d'un cercle, il symbolise un pentacle du nom en hébreu. De cette façon, il est censé représenter une divinité.
Cet autre dessin ressemble à celui-ci, qui représente la matière dominée par l'esprit. Une pyramide en Égypte, par exemple, est représentée par ce symbole et la signification en est la même. Celui-ci, par contre, présente un équilibre parfait entre les trois grands principes que sont l'intellect, le cœur et la volonté. En quelque sorte, il représente la perfection et le divin. Autre endroit mystérieux du plateau, exploré par des archéologues, et où plusieurs passages et grottes souterraines ont été fermés. Sur ce site du plateau du col de Vence, j'ai eu l'occasion de venir souvent promener, observer. Et la nuit, à plusieurs reprises, j'ai été témoin de phénomènes lumineux, de flashs entre autres de lumière qui pulsent comme ceci. D'autre part, à plusieurs reprises, avec des amis, j'ai eu l'occasion de venir faire des photos familiales ou des photos touristiques qui n'avaient absolument rien a priori à voir avec le phénomène qui m'intéresse. Et au tirage, nous avons eu la surprise de constater qu'il y avait des boules noires dans le ciel, des petites boules noires. C'est un phénomène que nous appelons nous la photo surprise, et c'est un phénomène qui est connu, qui existe également, qui s'est produit par ailleurs, en France et à l'étranger. Et les gens ont eu aussi la surprise au tirage d'avoir des boules qu'ils n'avaient absolument pas vues, et a priori il n'y avait rien au moment où on faisait la photo. Voici une photo prise le 16 février 1988 à 10 h au col de Vence. A priori, rien d'anormal. Mais regardez bien cet agrandissement. Celle-ci a été prise en février 88 en Amazonie et vous pouvez constater que l'objet est beaucoup plus visible. L'agrandissement nous montre d'ailleurs assez bien que cette fameuse boule noire se trouve dans les nuages. Toujours en février 88 en Amazonie, deux boules noires cette fois-ci apparaissent sur la photo. Les deux agrandissements que vous allez voir et les recherches de défauts de la pellicule ou au développement confirment avec l'examen du négatif que ces deux objets ont bien été photographiés. Même surprise, ou plutôt énigme, avec ce cliché et son agrandissement. Un article de la revue Lumière dans la nuit s'interroge sur cette photo prise en février 79 aux États-Unis, où également deux boules ou taches noires apparaissent lors du développement. Mars 89, région niçoise, par temps dégagé, un nuage se déplaçant lentement et dont le noyau était lumineux a pu être observé pendant 1 heure par de nombreuses personnes de Saint-Janet à Nice après avoir survolé Vence et Antibes. Aucune explication officielle ne fut émise. Briançon 1974, un engin survole la ville très rapidement. Cette fois-ci un engin triangulaire qui passa au-dessus de la tête de nombreux témoins et que l'on a pu observer dernièrement en Belgique. D'autre part, toujours sur ce plateau, vous pourrez trouver aussi bien des ballons sondes que des avions de tourisme qui se sont scratchés. Le 18 mars 1978, perdu dans le brouillard, un avion de tourisme s'écrase, un mort. Le 20 avril 1981, près de Saint-Janet, un autre petit avion s'écrase, 4 morts. 1983, nouveau crash, 2 blessés. 6 septembre 1984, sur la montagne de Saint-Vallier, 1 mort. En 10 ans, ce sont 24 avions qui se sont écrasés dans ce triangle. De nombreux témoignages se sont manifestés dans la région. La presse régionale en a largement fait écho. Le 9 juillet 1994, les employés du journal Nice Matin, sur place pour une enquête, ont été survolés par 3 engins non identifiés. Le 5 août 1994, à Gréolières, Ayarpilly-Vensoix, les gendarmes, lors d'une enquête, ont été témoins et survolés par un engin non identifié. Depuis l'été 1994, l'Ayarpilly niçois a connu de nombreuses observations dont la presse, la télévision régionale et nationale ont fait écho, attirant de nombreux curieux, chercheurs et enquêteurs. Le phénomène OVNI continue et n'a pas fini de nous troubler. Nous sommes au lieu-dit Saint-Barnabé.
Nous avons retrouvé un témoin habitant ici, ayant observé un phénomène resté pour le moment inexpliqué. Voici son témoignage. 22h, 23h, je sortais mes poubelles et en fermant la porte, je me suis aperçu que j'avais une très grosse lumière qui éclairait tout le plateau de Saint-Barnabé. Elle s'est située dans le haut de la colline, au point en haut où on voit, vous avez un arbre là-bas qui est tout seul, au milieu là, une grosse lumière jaune, très grosse. Hein. Oui, ça m'a marqué. Je suis redescendu, j'ai continué en allant vider ma poubelle et je me suis encore arrêté pour voir et je voyais toujours cette grosse lumière qui venait de cette montagne. Quand je suis remonté, à ce moment-là, je me suis encore arrêté et c'est à ce moment-là que j'ai vu que la lumière disparaissait. Alors, entre la maison du témoin et la montagne, il y a environ 2 km à vol d'oiseau. Or, le témoin est ébloui par une lumière très très puissante, un projecteur qui l'éblouit. Il paraît absolument invraisemblable que ce soit un phare de voiture à une telle distance. Un phare n'éblouit pas. Je connais bien le coin, je connais bien cette montagne. Il est totalement impossible d'y monter du matériel, d'y monter une voiture, d'y monter des projecteurs, ou alors avec des hélicoptères. Et ça serait vraiment quelque chose de très important. Et dans quel but ? On peut s'étonner que le témoin n'ait pas fait de photos, d'autant plus qu'il nous a dit avoir un appareil chargé chez lui. Mais comme très souvent dans ce genre d'enquête que j'ai pu faire, apparemment le témoin est obnubilé par ce qu'il voit ou ce qu'il entend et ne pense pas aller chercher l'appareil et à faire une photo. Je pense que nous nous trouvons là devant un cas tout à fait sérieux et incontestablement le témoin a vu quelque chose d'inexpliqué. Suite naturelle à nos recherches, un autre témoin, berger, habitant seul dans cette maison, a pris contact avec nous pour nous conter une promenade de nuit malgré lui. Le 24 décembre 1990 au soir, j'ai été témoin d'un fait peu banal. Je rentrais le troupeau, comme d'habitude, aux environs de 16 heures. La nuit tombe vite en hiver. Et j'ai mangé et je me suis couché. Je me serais donc relevé et pris mon appareil photo qui n'est pas équipé de flash et transporté et marché à travers la nuit à 9 km d'ici, entre deux montagnes. Et là, j'aurais assisté et photographié un atterrissage et un décollage d'engins non identifiés. Le matin, simplement un picotement fort dans les yeux. Ce picotement a duré d'ailleurs 2-3 jours. C'est au développement de mes photos, que j'ai porté le mercredi, que le gars qui m'avait fait le développement m'a dit « Il y a 2 photos qui sont rayées, est-ce que je te les mets dans le paquet ?» Par intuition, je les ai gardées. Et puis, peu à peu, en les regardant bien, j'ai vu que les photos étaient très nettes et que la lumière qui se dégageait des engins avec ce flash était aussi photographique. Nous avons retrouvé l'endroit. Et nous avons comparé notre photo avec les siennes, ainsi que les négatifs. Nous avons réussi à reproduire le même style de photo que celle du berger. Une petite différence pourtant, sur les photos du berger, la boule lumineuse se trouve sur le sol. La bonne foi de cette personne ne semble pas être mise en cause. Saura-t-on un jour ce qu'il a réellement photographié ? Une troisième personne habitant ce plateau nous conduisit à cette trace sur le sol de 5 mètres de diamètre où depuis 5 ans l'herbe ne pousse plus. Cette personne déclare n'avoir rien remarqué en passant le soir, mais le lendemain matin découvre cet emplacement d'aspect brûlé, identique à d'autres traces étudiées et observées dans le monde et répertoriées comme pouvant être la trace d'un atterrissage non identifié. Dans une clairière en contrebas du village de Pierre gardé par le Sphinx, nous avons découvert une trace parfaitement circulaire. Il faut savoir que cet endroit est très isolé et distance de toute route et habitation. Malgré de nombreuses recherches, cette trace reste inexpliquée. Depuis 1991, des objets dans le ciel apparaissent de façon aléatoire et de plus en plus fréquemment sur les photos. Ces objets ne sont pas visibles à l'œil nu. Nous les découvrons après le développement ou leur visualisation sur les appareils numériques. Il est utile de préciser
que ces objets apparaissent aussi sur les négatifs et que ces photos sont prises avec des appareils différents. Depuis 1965, certaines personnalités choisies dans le monde reçoivent des documents par la poste ou de nos jours par télécopie, constituant de véritables dossiers par des êtres se présentant comme originaires de la planète Humo. Ces êtres auraient eu connaissance de la planète Terre après réception d'un message radio émis par la Terre en 1934 et reçu par Humo en 1949. La décision fut prise d'une expédition pour exploration de notre système solaire. C'est la filière espagnole, révélée par l'écrivain Antonio Ribera, qui attira la curiosité des chercheurs français. En effet, un des dossiers décrit en 50 pages l'arrivée sur Terre près de Digne, plus précisément à la Javie, sur la crête de la montagne de la Blache. Les Humites se seraient installés dans la nuit du 28 au 29 mars 1950 en 2 heures dans une grotte d'accès difficile. 6 membres d'équipage restant sur place. Vous voyez cette grotte là-haut? Eh bien, là, on dit que autrefois, mes ancêtres, il y avait des réunions d'esprits extraterrestres. Alors, il m'a fait remarquer, il fallait les jumelles pour les observer, c'était un peu loin, séparés par un vallon. Et alors, il m'a dit, d'accès, c'est un accès très difficile. Il me dit, seules les chèvres sont capables de s'y approcher et d'entrer où elles vont se réfugier en hiver, lorsque parfois il tombe 1 mètre ou 1,50 m de neige. Monseigneur l'évêque l'a su, mais je ne me souviens pas par qui il l'a su. Antonio Ribera est à l'origine de la divulgation de l'affaire Humo. Il a reçu de nombreuses lettres et fait partie des chercheurs espagnols. Oui, c'est une planète type Terre avec un seul continent, un immense océan qui l'entoure. La diversité biologique n'est pas tellement importante comme en Terre. Les espèces vivantes sont moindres, il y a moins d'espèces vivantes. Il y a un seul gouvernement, il y a une seule espèce humaine, c'est tout. D'ailleurs, j'ai l'impression, moi personnellement, que le système humite ressemble fort à un système un peu totalitaire, une race unique, qui ressemblerait fort au meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Bon, il fait penser un peu à Brave New World, c'est-à-dire le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Vous connaissez ce livre, sans doute. Tout est réglé, les gens travaillent très peu, l'État s'occupe de tout. Évidemment, c'est un monde totalitaire où l'individu compte peu. D'ailleurs, il rassemble aussi the American way of life, parce que les familles, le noyau principal, c'est la famille, comme en Amérique. Il raconte des blagues pendant qu'il mange, etc., dans un ambiance distendu, etc. Il semble même que les femmes aient une autorité particulière sur la planète Humo. Je n'ai pas bien compris. Il semble même que les femmes aient une autorité particulière sur la planète Humo. Oui, il n'y a pas de différence entre les sexes, c'est-à-dire les femmes ont l'égalité des droits que les hommes. Et quelques-unes des expéditions qui ont venu sur Terre étaient commandées par des femmes. Il y avait un des documents où il y avait atterrissage près de la Javie. Et à l'époque, on avait juste une feuille qu'avait envoyée Ribera où il y avait la carte avec une espèce de flèche. Et c'est tout ce qu'on avait sur cette histoire de la Javie. Donc on est allé en Espagne chez Farriols. On a eu accès au document original qui faisait 45 ou 50 pages sur l'atterrissage, qui depuis a été publié et en entier. Et où on s'est aperçu premièrement que la flèche en question, parce qu'on s'était tous pointés à l'endroit qu'indiquait la flèche, et c'était
L'endroit indiqué par la flèche, c'était la rivière de la Bléone, dans le bouquin espagnol, dans l'édition espagnole. Avant, on arrivait à la Javie, quand on vient de Digne, et quand on avait demandé à Farion, on dit, mais comment tu as fait pour trouver cet endroit? Il dit, non, mais moi, j'avais une vieille carte de France, j'ai découpé le morceau de la Javie, il avait pris une feuille de papier qui faisait un angle, il avait colorié le bout, et il avait posé ça pour prendre la photo. Donc, c'était complètement aléatoire, c'était pour un Espagnol savoir que c'était là, quoi. Les rapports comportent tous à la fin le fameux sceau Humeau, sigle que l'on retrouve aussi, d'après les témoins, sous les astronefs. Jean-Michel Raoult, vous qui êtes un scientifique de l'ufologie, puisque vous êtes diplômé en chimie, que pensez-vous de l'affaire Humeau? Selon vous, est-elle d'origine terrestre ou extraterrestre? Bien, oui, ça fait depuis quelques années que je m'intéresse à l'affaire Humeau, suite aussi au travail de Jean-Pierre Petit, qui est actuellement directeur de recherche au CNRS, et qui a pu avoir, par l'intermédiaire de l'Espagne, à peu près 2000 feuillets écrits en espagnol qui relataient un petit peu l'ensemble de l'affaire Humeau. Grâce à ce travail de décryptage, Jean-Pierre Petit a pu mettre au point des nouvelles théories et surtout à l'application de ce qu'on appelle la magnéto-hydrodynamique, qui est un procédé qui serait peut-être dans le futur, qui serait capable de faire voler un objet discoïdal. Alors justement, selon Jean-Pierre Petit, la magnéto-hydrodynamique aurait été révélée par les humites avant qu'elle ne soit exploitée par les scientifiques terrestres, en fait. Tout à fait, tout à fait. Il a tiré son travail de ses feuillets, il le dit lui-même. Il a vérifié les équations, il a fait des modèles théoriques, il a fait même des maquettes et qui fonctionnent et qui sont entrés dans le domaine des possibilités actuelles de la science. Alors, quelle serait la technique de voyage dans l'espace, en fait, qu'auraient utilisé les humites pour venir jusqu'à nous? Alors, la technique du voyage dans l'espace, il y en a deux. Il y a d'abord la technique du voyage dans l'atmosphère et dans l'approche atmosphère, c'est-à-dire dans un système solaire comme le nôtre, qui pourrait utiliser dans la magnéto-hydrodynamique. Mais il s'avère à l'usage que la magnéto-hydrodynamique n'est pas une méthode apte à permettre des voyages de très longs voyages entre les différents systèmes stellaires et même entre les galaxies. Pour cela, les humites donnent de nouvelles informations. Ils utilisent ce qu'on appellerait, ce que les auteurs de science-fiction ont appelé l'hyperespace, mais eux, ils appellent ça un autre cadre tridimensionnel. C'est-à-dire qu'ils utilisent l'inversion des particules nucléaires pour changer de système de coordonnées. Un petit peu ce qu'Einstein appelait le référentiel espace-temps. Grâce à cette inversion de particules, ils peuvent changer d'espace et rentrer dans un autre cadre tridimensionnel dans lequel la vitesse de la lumière, c, qui selon la théorie de la relativité est une limite, ne deviendrait plus une limite. Et grâce à cet espace, ils accéderaient à des vitesses beaucoup plus grandes, ce qui rendrait possible les voyages entre les différents systèmes stellaires, tels que la Terre et l'étoile Wolf 424, dont les humites seraient origine, et qui est éloignée de la Terre d'à peu près 15 années-lumière. C'est-à-dire que même en voyageant à la vitesse de la lumière, un vaisseau humide mettrait 15 plus 15, 30 ans en faisant l'aller-retour, ce qui est très long pour de petits vaisseaux. En plus, à ce niveau-là, il faut voir que je pense que les voyages intersystèmes ou intragalactiques et extragalactiques ne peuvent pas se faire avec de petits vaisseaux de petites dimensions. Pour cela, il va falloir utiliser des vaisseaux de beaucoup plus grandes dimensions, ce qu'en ufologie on appelle des motherships, des vaisseaux mères, dans lesquels les petits vaisseaux viendraient s'encastrer et dans lesquels l'équipage aurait une plus grande place. Une plus grande place pour pouvoir vivre selon des trajets quand même assez longs. Oui, dans les textes humites, ils font référence à deux univers jumeaux en fait. En tant que scientifique, c'est possible, c'est acceptable? Actuellement, je suis en train d'étudier ce système-là. En mathématiques supérieures, dans les mathématiques de recherche, les mathématiciens sont habitués à jongler avec des univers jusqu'à 20 dimensions. Actuellement, dans la mécanique quantique et dans la recherche des particules nucléaires, pour trouver ce qu'Einstein a essayé de mettre au point, c'est-à-dire la grande théorie d'unification des particules, qui unifierait les 4 grandes forces de l'univers, la force de gravitation, la force électronucléaire faible et la force nucléaire forte et l'électrodynamisme, l'électromagnétique, il faut, pour arriver à unifier ces forces, à peu près 11 dimensions. 3 nous sont directement accessibles, on les connaît, c'est la hauteur, la largeur et la profondeur. Mais pour obtenir l'unification de ces formes, il faut faire appel donc à 8 autres dimensions qui nous sont actuellement cachées.
beaucoup de rapports ou mots qui parlent de Dieu. Dieu qui s'appelle Boa. Il y a beaucoup de rapports du mot qui parlent de l'âme collective, de Boa Boae. Alors, ça ne colle pas avec la dialectique marxiste, Oui. évidemment. Pourriez-vous nous parler de cette conception du Dieu chez les Humites? Bon, Dieu, selon les Humites, leur Dieu ne peut pas se comparer à Jéhovah, par exemple, à Allah, à Brahma, à le Dieu terrien. Il est surtout information. Dieu possède toute l'information de l'univers. Et pensez que l'univers est formé d'un nombre infini d'univers jumeaux, selon les Humites. Alors, ça signifie que Dieu, c'est une source d'information immense. D'ailleurs, il est le créateur. Il y a un parallèle très, très curieux avec Jésus. Une polémique s'est engagée. Certains voient une supercherie terrestre, mais ne peuvent le prouver. D'autres appuient la thèse extraterrestre avec des preuves omniprésentes. Joël Ménard, pour vous présenter, vous êtes le directeur de la revue Lumière dans la nuit et un spécialiste de terrain des phénomènes inexpliqués. Alors vous dénoncez le mensonge en matière d'information sur les ovnis. Mais qui, selon vous, détient la vérité ou qui empêche de la révéler? Je ne pense pas qu'il y ait qui que ce soit qui détienne de vérité sur les ovnis. Évidemment, ce que je vous dis là, c'est mon point de vue personnel, c'est pas la vérité. Hein. Il y a des gens, il y a beaucoup de gens qui se présentent plus ou moins explicitement comme détenteurs d'une vérité. Je crois qu'il faut mieux les éviter, parce que d'abord, il est facile de se rendre compte qu'ils disent pas tous la même chose, mais alors pas du tout, du tout. Et puis ensuite, ce qu'ils disent est par trop invraisemblable. Non, il n'y a pas de vérité. Je pense qu'il n'y a pas, il n'y a pas des gens qui, tout au moins à ma connaissance, il n'y a pas des gens qui aient de vérité importante, tout au moins en matière d'explication, d'interprétation du phénomène. Ça, personnellement, j'y crois pas. Il se peut que je me trompe. Hein. Il se peut parfaitement que je me trompe complètement, mais c'est pas mon impression. Je crois qu'à partir du moment où on a dit que le phénomène mérite d'être étudié, où on a dit que un fort pourcentage des témoins sont des gens crédibles, des gens qui n'ont rien à gagner à témoigner, à raconter ce qu'ils ont vu. À partir du moment où on a dit que ces gens-là méritent d'être écoutés, et où on a dit que leur témoignage mérite d'être pris en considération, d'être vérifié, d'être regardé sous tous ces aspects, je crois qu'on a tout dit. Mais personnellement, je crois de plus en plus, ça je ne vous l'aurais pas dit il y a 5 ans, mais je peux vous le dire maintenant, moi je ressens la substance du problème comme étant effectivement le mensonge. Les ovnis, c'est le mensonge. C'est-à-dire que certainement beaucoup plus de la moitié des gens qui se présentent comme des experts en la matière racontent des bobards invraisemblables. Il y a d'abord tous les contactés bidons, les gens qui prétendent être en contact avec tel ou tel extraterrestre, et puis traverser les murs, etc. Mais ils ne le font jamais devant vous, comme par hasard. Bon, il y a des gens qui délirent complètement. Hein, c'est de la mythomanie, ou c'est quelque chose de l'ordre de la mythomanie, peu importe. Et il y a surtout des gens qui déploient une énergie considérable depuis 15 ans en France à discréditer la question, à dénigrer les témoins, à dénigrer les ufologues. C'est devenu une véritable petite industrie qui emploie en France, je pense, une trentaine de personnes, à ma connaissance. Que pensez-vous des manipulations comportementales de certaines grandes puissances, basées sur des croyances ovnis, par exemple, sur un certain des groupes de gens? Des manipulations? Alors chez nous, je dois vous dire qu'avant, on parlait des manipulations. Et après, à partir de 91, on a tout compris. Staline savait. Staline était au courant du problème. Cela veut dire que déjà, tout le monde, enfin son entourage, était au courant, et que les gens qui
voulait démolir ces problèmes des scientifiques. Il gagnait honnêtement l'argent, c'est tout. Donc avant, j'étais toujours contre ces savants, je disais que, voilà, au lieu d'examiner, d'étudier le problème, vous voulez l'ensevelir. Maintenant, je sais que c'était un travail payé. Dans le livre de Renaud Maric qui vient de paraître, il dit que c'est la KGB qui a fait tout ça. Mais je ne partage pas cette vue. Renaud Maric, dans la revue Phénoména, il a présenté 6 points avec lesquels il voulait prouver la présence du KGB dans cette affaire. Et moi, je présente 6 points sans logique. Je prends chaque point et je l'analyse. Et tout de suite, vous allez voir que c'est tout à fait dépourvu de logique, pas de sens. Ce qui manque à Renaud Maric, c'est un peu d'érudition. Il faut lire. La lecture, ça donne du bien quand même, vous savez, de temps en temps. Bon. Alors, il doit lire plus que ça. Et il raconte des choses vraiment terribles. Il croit que tous les gens qui étaient, tous les noms qui étaient présents sur une des lettres humides, il avait un trait commun. Il pense que ces gens étaient tous prix Nobel. Or, il se trompe, il faut lire, c'est pas difficile, vous achetez un quid et tout de suite c'est clair. Donc non, c'est pas vrai. Les documents scientifiques ne sont pas d'un niveau... absolument, non, absolument, absolument. Et vous le voyez d'ailleurs à l'œil nu. Maintenant, on peut accuser tout le monde de préparer le communisme sur la planète. Mais si vous allez continuer dans ce sens, un jour vous allez arriver à la conclusion que même Tommaso Campanella travaillait pour le KGB, préparait l'Occident à l'affaire Humo, avec sa cité du Soleil, qui préconisait un système communiste. C'est stupide quand même. Maintenant, si on parle de ce dernier livre par Jean-Claude Bourret et par Velasco, d'ailleurs ce qui m'a étonné, Jean-Claude Bourret était un grand et Velasco un tout petit, tout petit. Pourquoi ça? Tout d'abord, Jean-Claude Bourret, il n'a jamais enquêté sur ce problème, sérieusement quand même. Il a reçu beaucoup de matériel de la revue Phénomènes spatiaux à l'époque. Il a utilisé tout ça sans donner aucune référence. C'était comme ça malheureusement. Eh bien alors maintenant je pense que c'est un livre à l'aide duquel on voudrait ralentir l'exigence des gens de parler plus ouvertement sur le problème qui les intéresse, en l'occurrence le problème des ovnis. Comme ça, c'est un livre qui est astucieux, ça donne l'impression qu'on parle sérieusement de ce problème, mais on évite les hypothèses, aucune hypothèse de travail. D'où ça vient? Qu'est-ce que cela représente? On ne sait rien. Mais comme quoi, restez tranquille, dormez bien, et on travaille, la science progresse. Je ne me suis que très peu intéressé à l'affaire Humo. Et quand vous dites que cette affaire repose sur des éléments d'ordre scientifique, j'espère que vous avez raison, mais moi personnellement, j'en suis pas tout à fait certain. Peut-être est-ce parce que je ne me suis pas intéressé de près à cette affaire. Mais vous savez, je crois que quand on fait de l'ufologie, il ne faut pas parler de science. Si vraiment on est très amoureux de la science, ben on fait de la science. Hein? La plupart des gens qui parlent de science à propos de l'ufologie, quand vous leur mettez un bouquin de maths de 4e sous le nez, ils partent en courant. La science, c'est devenu un alibi. Hein. Il y a des tas de gens qui emploient ce mot-là, toutes les sauces, qui prétendent avoir une démarche scientifique, etc. Ceux que je connais sont parmi les plus grands menteurs. Il me semble que la recherche en ufologie n'a pas un caractère scientifique et dans l'état actuel de la situation on ne peut pas en avoir un. Donc si on veut faire de l'ufologie, on fait de l'ufologie, si on veut faire de la science, on fait de la science, c'est très bien aussi, on peut même faire les deux, mais ce sont deux domaines qui se recouvrent très peu. À part l'analyse de traces ou de résidus matériels
quand par bonheur il s'en trouve, et c'est pas fréquent, à part également le traitement statistique des données, j'avoue personnellement pas très bien comprendre ce que la science peut venir faire en ufologie. Je pense que beaucoup d'âneries ont été écrites à ce sujet, il me semble qu'il y a des gens qui en profitent. Je n'accuse pas le mot du monde le chercheur espagnol que vous venez de mentionner, hein, parce que je ne le connais que très peu, oui. C'est pas du tout à lui que je pense en disant ça, mais il me semble que les âneries volent bas. Quand j'entends dire, par exemple, que l'affaire Houmeau se réduirait à l'origine à un montage du KGB, j'avoue pas très bien comprendre. Les humides sont parmi nous, c'est possible. Je pense que c'est possible. Il y a de plus en plus de faits qui corroborent cette idée. Je pense qu'ils se font discrets à cause justement de l'observation pour ne pas interférer avec le sujet de l'étude, mais que bientôt l'humanité découvrira que des systèmes de voyage interstellaires doivent faire appel à la pluridimensionnalité de l'univers qui permettra de raccourcir les voyages et d'aller beaucoup plus vite pour visiter les différents systèmes solaires. Je cite vos mots, croyez-nous mais pas trop, diffusez ces textes mais pas trop. Exactement. Dans une lettre qu'ils m'ont envoyée, il y avait une chose qui était marquée comme ça, un texte qui était marqué comme ça, il disait ne nous croyez pas, ne nous croyez pas. Alors ça, c'est important parce que ils se sont fâchés avec moi parce que j'ai publié 3 livres. Alors ils ont coupé la relation avec moi pendant 17 ans. Pendant 17 ans, je n'ai reçu pas un rapport du mot. L'affaire Houmeau et les ovnis en général dérangent certains scientifiques et politiques qui préfèrent garder le silence ou faire de la désinformation. Mais il est évident que des phénomènes inexpliqués sont observés chaque jour dans le monde. Au col de Vence, tout comme dans l'affaire Houmeau, nous avons reçu des courriers, dont voici quelques exemples. Ces lettres ne sont pas scientifiques ou techniques, mais traitent de généralités existentielles. Une seule ressemblance peut-être, ces lettres se terminent par des sigles, comme sur les lettres Houmeau. Il est évident que des phénomènes inexpliqués se manifestent au col de Vence depuis des centaines d'années. L'état actuel de notre science et de notre technique ne nous permet pas d'en définir l'origine exacte. L'origine de ces phénomènes inexpliqués au col de Vence restera encore pour longtemps un mystère.